On t'aidera à tout gérer, Denise. Tu n'as qu'à te reposer maintenant. Elle l'a dit doucement, comme on parle à une enfant un peu fragile. Claire avait ce ton particulier, trop sucré, trop enveloppant pour être sincère. Un ton qui me donnait envie de reculer, alors même que je restais immobile, debout dans ma propre cuisine. Elle avait posé sa main sur mon avant-bras, un geste en apparence affectueux, mais dont la fermeté me frappa. Ses doigts serraient légèrement, comme pour vérifier quelque chose, ma solidité, ma docilité, ou peut être la limite de ce qu'elle pouvait se permettre. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, par habitude, par fatigue, par envie d'éviter une discussion dont je savais qu'elle ne serait jamais vraiment honnête. Paul parlait déjà d'autre chose. Il était planté devant la fenêtre, commentant la météo du week-end, comme s'il ne percevait pas l'étrange tension qui vibrait dans l'air. Depuis quelque temps, mon fils ne voyait plus rien des mouvements subtils de Claire. Il croyait à sa douceur. Il croyait à ses attentions. Il croyait à ce « on t'aidera » qu'elle répétait comme une promesse. Moi, je n'y croyais plus. Pas depuis que j'avais surpris, quelques jours plus tôt, Claire en train d'ouvrir discrètement mon courrier pour m'éviter des tracasseries. Pas depuis qu'elle déplaçait mes objets, mes clés, mes factures avec un naturel déconcertant. Pas depuis que, devant les autres, elle parlait de moi comme si j'étais déjà une vieille femme à surveiller. Et ce jour-là, son sourire me parut plus tranchant que jamais. Après leur départ, la maison se vida soudain. Un silence lourd, presque humide, coula jusque dans les murs. J'ai respiré profondément, comme si je retrouvais un espace à moi dont j'avais été dépossédée pendant quelques heures. Je rangeais les tasses lorsque j'ai vu quelque chose sur la table basse du salon. Un dossier gris, fermé, parfaitement aligné. Mais je n'avais rien laissé de tel la veille. Mon cœur fit un battement étrange. Pas de panique, non, mais une vigilance ancienne, celle que j'avais eue autrefois quand Pierre s'occupait de ses papiers importants. Je me suis approchée, mes doigts glissèrent sur le carton lisse. Je sentais encore la chaleur d'une main qu'il avait posée là. Claire. J'ai ouvert le dossier. Et là, quelque chose s'est brisé en moi. Une procuration. Pas n'importe laquelle. Une procuration générale, donnant à Paul et surtout à Claire le droit de gérer mes comptes, mes biens, mes décisions administratives. Une procuration presque remplie. Une procuration qui n'attendait plus qu'une seule chose, ma signature. J'ai senti une vague froide me traverser. Je lisais chaque mot comme si on découvrait la scène d'un crime. La victime, c'était moi, et l'arme, c'était cette feuille. Accès au compte bancaire, décision patrimoniale en cas d'indisponibilité, gestion courante et exceptionnelle, et plus bas, un encadré réservé à ma signature. Vide. Grâce au ciel, vide. Mais il y avait autre chose. Une écriture. Pas la mienne. Celle de Claire. Dans la marge, elle avait noté « à faire signer dimanche après le déjeuner ». Mon souffle s'est coupé. Alors tout était prévu, planifié, organisé. Mon repos, son « on t'aidera », le thé du dimanche, sa main sur mon bras, ses sourires trop doux. Et moi qui pensais qu'elle s'inquiétait pour moi, moi qui pensais qu'elle se montrait simplement attentionnée. Je me suis assise. Mes jambes tremblaient légèrement. L'humiliation montait, comme une brûlure, derrière mes yeux. Pas parce qu'elle me prenait pour incapable, mais parce qu'elle pensait que je signerais sans lire, sans comprendre, sans réfléchir, parce qu'elle pensait que j'étais déjà sortie de ma propre vie. Un frisson m'a traversé. J'ai revu toutes ces petites phrases lancées depuis des semaines. Tu sais, c'est mieux quand on anticipe. On est là pour t'aider. Laisse-nous t'alléger la charge. Tu n'as plus besoin de gérer tout ça toute seule. Ce n'étaient pas des propositions. Ce n'étaient pas des aides. Ce n'était pas de la générosité. C'étaient les marches d'un escalier qu'elle me faisait descendre, une marche après l'autre, jusqu'à ce fameux document. J'ai refermé la chemise d'un geste sec. J'avais l'impression d'avoir avalé des pierres. Je me suis levée. J'ai cherché mes clés. Je ne les ai pas trouvées. J'ai ouvert le tiroir du buffet. Il était vide. La clé du tiroir où je garde mes documents importants avait disparu. Comme si elle avait déjà commencé à m'aider. Une colère froide a gonflé dans ma poitrine. Une colère silencieuse, lente, d'une précision presque clinique. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste entendu murmurer, d'une voix que je ne me connaissais pas. Très bien, Claire. Tu veux gérer? Alors regarde bien comment une femme de 75 ans reprend sa vie.
Ce jour-là, dans le silence étouffant de ma maison, un combat a commencé. Sans un mot, sans une scène, sans un bruit, juste une prise de conscience, glaciale, douloureuse, définitive, et la certitude que si elle voulait décider à ma place, elle allait bientôt découvrir qui j'étais encore. Avant que Claire n'entre dans ma vie, ou plutôt, avant qu'elle n'y prenne la place qu'elle croyait mériter, ma vie avait une simplicité tranquille. Une lumière douce, presque ordinaire, mais précieuse. Une lumière que je n'avais jamais appris à défendre, parce que je n'avais jamais imaginé qu'un jour, quelqu'un voudrait me l'enlever. Je n'ai pas toujours été cette femme méfiante, celle qui observe les ombres et les intentions cachées. Non, j'ai longtemps été confiante, parfois à tort, souvent par bonté. C'est peu être cela, vieillir. Réaliser trop tard que la confiance est un don que tout le monde ne mérite pas. Mais autrefois, ma confiance était naturelle, presque naïve. Je revois ma jeunesse comme une pellicule jaunie par le temps, floue mais vivante. J'étais née dans un petit village au bord de la Loire, dans une maison modeste mais pleine de chaleur. Ma mère cousait, mon père travaillait au dock. On vivait sans excès, sans luxe, mais avec cette certitude qu'on avait l'essentiel. L'honneur, le travail, la famille. Puis j'ai rencontré Pierre. Ah, Pierre! Il est apparu un soir de fête locale. Une chemise blanche, un sourire franc, des mains un peu abîmées par le travail. Pas un grand bavard, mais un homme qu'on écoute quand il parle. Il n'avait pas besoin de gestes théâtraux. Sa présence suffisait. Nous avons dansé, une seule fois, puis deux, puis la soirée entière. Il m'a raccompagnée. Et quand il a posé sa main sur la mienne, ce n'était pas une prise. C'était un soutien. Avec lui, ma vie a pris une couleur stable, forte, ancrée. Nous avons travaillé dur, lui sur les chantiers, moi dans une petite librairie, où l'odeur du papier neuf me donnait l'impression de faire un métier précieux. Au fil des années, nous avons construit un foyer, pas un château, pas un palais, mais une maison solide, avec des volets bleus qui ont toujours semblé ouverts vers quelque chose de lumineux. C'est cette maison-là, d'ailleurs, que Claire voulait tant. Cette maison que Pierre m'avait laissée intégralement et sans condition, comme il l'avait écrit dans son testament. Chaque mot, chaque brique, chaque souvenir de cette maison porte encore un peu de lui. Quand Paul est né, tout a changé encore. C'est étrange comme un enfant peut redessiner la vie d'une femme. Il devient votre horizon, votre obligation, votre fierté, votre inquiétude. Je l'ai élevé avec cette conviction simple, qu'en lui donnant de l'amour et de la stabilité, j'en faisais un homme honnête. Il l'a été longtemps, il l'est peu, être encore, d'une certaine manière. La vie l'a simplement rendu plus influençable que je ne le croyais. Les années ont filé. Pierre est parti trop tôt. Un matin d'hiver, en laissant derrière lui un vide froid, un silence étrange et une responsabilité nouvelle. Garder la maison vivante. J'ai appris à vivre seule. Je me suis occupée de chaque recoin, les tuiles à faire réparer, le jardin à tailler, les papiers à classer. J'ai même réussi, maladroitement, à m'occuper des comptes. Pierre m'avait toujours dit « Tu es capable, Denise, bien plus que tu ne le crois. » Mais le monde a changé. Les procédures aussi. Et c'est dans ce changement que Claire s'est engouffrée. Habilement. Je me souviens parfaitement du jour où Paul m'a présenté Claire. Il avait les joues rosies, les mains moites, cette maladresse qu'il n'a jamais vraiment perdue. Elle portait une robe sobre, un rouge à lèvres discret, et un sourire qui semblait maîtrisé au millimètre. Elle avait un charme certain, pas un charme naturel, un charme étudié. Je me suis dit, pourquoi pas? Si elle le rend heureux. Et au début, oui, elle le rendait heureux. Elle riait beaucoup. Elle parlait vite. Elle savait mettre tout le monde à l'aise. Enfin, presque tout le monde. J'avais souvent l'impression qu'elle m'observait en silence, comme on examine un meuble ancien, avant de décider s'il mérite d'être restauré ou jeté. C'était discret, fugace, une sensation qu'on chasse comme une mouche importune. Mais avec le temps, ce regard s'est épaissi. Il a pris de la densité, de l'assurance, de l'appétit. Quand Emma est née, j'ai cru que tout changerait. Et, dans un sens, tout a changé. Mais pas comme je l'avais imaginé. J'étais devenue la grand-mère. Un rôle que j'adorais. Une place qui me convenait. Une place douce, simple. Mais pour Claire, j'étais aussi autre chose. Un obstacle. Un témoin.
Et surtout, la propriétaire d'un bien qui ne lui appartenait pas. C'est là que tout a basculé imperceptiblement. De petites phrases, des gestes anodins, des offrandes d'aide trop insistantes, des regards sur mon courrier, des remarques sur mon âge, sur ma fatigue, sur ma charge mentale. Des mots qu'elle glissait avec un naturel inquiétant. « Laisse-moi t'aider. On peut simplifier. Tu sais, tu pourrais déléguer. Ce n'est pas de ton âge. » À l'époque, je n'y voyais pas encore la stratégie. Je pensais naïvement que c'était maladroit, un peu déplacé, mais pas malveillant. Paul, lui, était aveuglé par l'amour, ou par la paix, ou par la lassitude. Je ne sais pas. Mais moi, j'aurais dû voir plus tôt. La graine était plantée depuis longtemps. Elle attendait simplement le moment où, fatiguée, distraite ou affaiblie, je signerais sans lire. Et ce jour où la procuration est apparue, pré-remplie, prête, posée sur ma table, j'ai compris d'un coup que tout se passait, toute cette confiance, tous ces souvenirs, s'étaient acharnés d'être utilisés contre moi. Les premiers signes, ce sont toujours les plus doux, les plus subtils, ceux qu'on balaie d'un revers de la main en se disant que c'est moi qui exagère, ceux que l'on laisse passer pour préserver la paix, la famille, les apparences. Aujourd'hui, je les revois tous. Ils étaient là, alignés, discrets, comme des petits cailloux blancs que Claire déposait derrière elle. Mais sur le moment, je n'ai pas su les lire. Le premier a été une phrase minuscule, presque anodine. C'était un après-midi d'automne. Je venais de finir un pot au feu pour Emma. Claire s'est approchée avec son air souriant, ce sourire qui n'atteint jamais les yeux, et elle a murmuré « Tu devrais éviter de porter des casseroles lourdes, Denise. Tu n'as plus 20 ans. » J'ai ri. Elle ne riait pas. Son regard balayait déjà la cuisine, comme si elle cherchait des preuves de désordre, de faiblesse. J'aurais dû sentir que ça commençait là. J'aurais dû sentir la condescendance. Mais non. Je me suis dit, elle veut m'aider. Quelle naïveté. Le deuxième signe est venu une semaine plus tard. J'ai trouvé mon courrier déjà ouvert. 3 enveloppes, dont une de ma banque. Claire était dans le salon avec Emma. Je les ai entendues rire. Mais en voyant les lettres entamées, mon sourire s'est figé. « Oh, Denise !» s'est-elle exclamée en me voyant. « Je t'ai évité une corvée. » « Une corvée ?» « Oui, le courrier. Je l'ai ouvert pour toi. Je sais que ce genre de choses t'épuise. Cela m'épuise. Depuis quand ? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas voulu faire une scène devant la petite. Mais mon cœur a bondi. Pas de colère. De confusion. Pourquoi ouvrir mon courrier ? Pourquoi décider ce qui m'épuise ou pas ? Je me suis sentie déplacée. Comme si quelque chose se décalait légèrement, sans bruit. Le troisième signe fut encore plus discret. Un jour, en revenant du marché, j'ai remarqué que mes clés n'étaient pas à leur place habituelle. La petite clé du buffet avait disparu plusieurs heures. Puis elle est réapparue, exactement au même endroit, comme si elle n'avait jamais bougé. Sauf que je savais qu'elle avait bougé. Je n'oublie pas ces choses-là. Jamais. Quand j'ai demandé à Paul s'il avait vu passer mes clés, il a ri. « Man, tu es tellement distraite parfois. » « Dist. Quoi ? Moi ? Pierre disait toujours que j'étais la mémoire de la maison. Chaque papier, chaque facture, chaque garantie, c'est moi qui savais où tout se trouvait. Pourtant, ce jour-là, en l'entendant, j'ai senti une petite fissure, une minuscule fente. Rien de dramatique, mais une fente dans ce lien qui me faisait croire que Paul me connaissait encore. Je n'ai rien dit. Encore une fois, c'est ce silence-là qui a permis que tout continue. Puis il y eut les phrases. Ces phrases insidieuses, destinées à m'aplatir lentement, sans bruit. Tu devrais arrêter de monter sur un tabouret. Tu fais tellement de choses toute seule. Tu devrais te reposer. On est là pour t'aider à gérer. Tu t'embêtes avec tous ces papiers. Laisse-nous simplifier. Simplifier quoi, exactement ? Mes droits ? Mes choix ? Ma vie ? Mais à l'époque, je ne comprenais pas encore la stratégie. Je croyais à un excès de zèle, à un excès d'amour. Regarder en arrière, c'est comprendre ce qu'on ne voyait pas devant soi. Le rejet a pris forme vraiment le jour où j'ai proposé d'emmener Emma au parc. Claire avait froncé les sourcils. « Tu es sûre ? » ?»« Bien sûr. C'est que... Tu fatigues vite, non ? Et puis le parc, c'est bruyant. Je préfère que tu restes tranquille. Rester tranquille. 2 mots qui m'ont traversé comme une lame.
Je suis allée au parc avec Emma des dizaines de fois. Oui, mais, tu sais, les choses changent. Les choses changent. Quelque chose dans son regard aussi changeait. Un voile, une certitude. Elle ne me parlait plus comme une égale. Elle me parlait comme à quelqu'un qu'on évalue. Qu'on teste, qu'on jauge, qu'on prépare à une mise à l'écart douce, comme un coussin qu'on glisse pour amortir la chute. J'ai insisté. Elle a soupiré. Et elle a dit la phrase qui m'a fait mal jusqu'à la nuit suivante. Ce serait mieux pour tout le monde que tu ne te fatigues pas inutilement. Pour tout le monde. Tout le monde, sauf moi. Emma avait baissé les yeux. Et j'ai compris que soudain, je devenais optionnel. Le vrai rejet, le plus cruel, est arrivé un dimanche, lors d'un déjeuner. J'avais préparé une tarte aux pommes. Ma spécialité. Paul l'adorait. Emma aussi. Je l'ai posée sur la table. Paul a souri. Emma aussi. Claire, non. Elle a pris une bouchée. Une seule. Puis elle a dit. C'est bon, mais Denise, il y a beaucoup de sucre. Tu devrais faire attention à ça, à ton âge. Tu veux qu'on regarde ensemble des recettes plus adaptées? Paul n'a rien dit. Rien. J'ai regardé ma tarte. J'avais l'impression qu'elle venait d'être prise comme un symbole de ma défaillance. Je me suis levée pour débarrasser. Claire a posé sa main sur la mienne. Laisse Denise. Tu vas te fatiguer. On gère. D'accord? On gère. Ce on qui ne m'incluait plus. Ce gère qui me retirait toute autonomie. Mes doigts se sont crispés. Ma gorge s'est nouée. Et dans ce moment-là, j'ai senti quelque chose se détacher en moi. Ma place autour de cette table. Ce n'était pas encore la procuration, pas encore le papier. Mais c'était le début du glissement. J'étais en train d'être doucement repoussée de ma propre vie, avec des sourires, avec des mains sur mon bras, avec des mots prévenants, avec du rejet déguisé en affection. Avec le recul, je vois que tout était déjà là. Les signes, les failles, les intentions. Mais ce jour-là, je me suis contentée de sourire, de baisser les yeux, de ravaler cette brûlure que je ne savais pas encore nommer. Et je me suis dit, comme tant de femmes avant moi, ce n'est pas grave, ça passera. Je ne savais pas encore que non. Rien ne passerait. Tout grandirait. Jusqu'au moment où je découvrirais ce dossier gris et la procuration qui m'attendait. Il y a toujours une goutte d'eau, un moment minuscule, parfois anodin aux yeux du monde, mais qui pour nous devient l'événement qui fait craquer tout le barrage. Je crois que la mienne n'était pas une scène violente, ni un cri, ni une dispute. C'était un après-midi banal, presque gris, où le silence semblait collé au mur. Paul et Claire étaient venus pour m'aider à ranger. Ce n'était jamais dit ainsi, mais c'était l'idée. Vérifier, trier, s'assurer que je ne laissais rien traîner. Depuis quelque temps, Claire entrait chez moi comme on entre dans un bureau qu'on doit réorganiser. Elle ouvrait les placards, les tiroirs, évaluait, jugeait silencieusement. J'essayais de la suivre, mais elle marchait vite, parlait vite, décidait vite. Cet après-midi-là, elle a ouvert le buffet du salon. « Tu gardes vraiment tout, Denise. » Sa voix sonnait presque compatissante, mais elle avait cette pointe de supériorité que je connaissais trop bien. Elle tira le tiroir du bas, le fameux tiroir, celui où je gardais les documents importants, les papiers de la maison, les garanties, quelques photos anciennes. Il était vide, et vide. J'ai ressenti un choc physique, comme un vertige soudain. Ce tiroir ne devait jamais être vide. Jamais. Je range mes papiers avec une précision presque rituelle. Claire, où sont mes dossiers? Elle leva à peine les yeux. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Je les ai pris chez nous. C'est plus simple, pour éviter que tu te perdes dans tous ces papiers. Je me souviens du froid qui m'a traversé. Un froid lent, méthodique, glacial. Tu les as pris? Oui. Elle haussa les épaules, comme si c'était anodin. Paul était d'accord. On va tout numériser, tout mettre en ordre. On t'épargnera ça. Je me suis tournée vers Paul, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il me regarderait enfin comme sa mère, pas comme un dossier à simplifier. Il a simplement dit « C'était pour t'aider, man ». Je me suis sentie disparaître, réduite à quelqu'un à gérer, à optimiser. Une personne dont on peut déplacer les affaires comme s'il s'agissait de documents abandonnés dans un grenier. J'ai murmuré « Et si j'en ai besoin, tu n'en auras pas », dit Claire.
Comment peux-tu le savoir? Elle haussa un sourcil. C'est mieux ainsi. Ce mieux m'a coupé les jambes. Elle a refermé le tiroir avec un claquement sec, un geste inutilement brutal. Puis elle a parlé d'une voix douce, presque trop douce. Tu n'as plus à t'inquiéter, Denise. On prend tout en main maintenant. Tout en main. Tout. La maison, mes papiers, mes comptes, mes décisions. Cette phrase aurait pu être un acte d'amour, mais elle sonnait comme un acte de dépossession. Et pour la première fois, j'ai senti une pensée brutale me traverser. Ils veulent me retirer ma vie avant même que je sois morte. Le soir même, j'ai voulu vérifier quelque chose. J'ai ouvert le tiroir du bureau où je gardais mon relevé bancaire courant. Le dossier avait disparu. J'ai fouillé partout. Rien. J'ai senti une panique fulgurante me serrer la poitrine. Ce n'était plus un malaise diffus. Ce n'était plus une suspicion. C'était un vol. Un véritable vol. J'ai appelé Paul. Man, qu'est-ce qu'il y a? Mon relevé, mes papiers de banque, ils ont disparu. Claire les a pris pour t'aider. Sans me prévenir? Mais oui, c'est pour ton bien. Tu es tellement stressé avec ces choses-là. Stressé? Depuis quand ai-je été stressé par mes comptes? Je me suis entendu dire d'une voix étranglée. Ce n'est pas normal, Paul. Ce n'est pas normal du tout. Man, on te facilite la vie. Fais-nous confiance. Ce fais-nous confiance m'a mise à terre. On dit cette phrase quand on veut que l'autre cesse de réfléchir, quand on veut l'amener à signer ou à se taire. Mais la véritable goutte d'eau, celle qui a brisé la digue, est arrivée le lendemain. Je nettoyais la table du salon lorsque j'ai trouvé quelque chose coincé sous une pile de magazines. Une feuille blanche, pliée en deux, je l'ai ouverte. Et là, j'ai senti mes jambes lâcher. Une liste, écrite de la main de Claire. Chose à faire pour sécuriser l'avenir. Faire signer procuration. Récupérer documents essentiels. Gérer compte en ligne. Parler au notaire de l'anticipation. Vérifier état mental, fatigue. Éviter qu'elle mélange les papiers. Je suis restée figée. Elle parlait de moi comme d'une affaire, comme d'un cas, comme d'une vieille femme confuse à encadrer. Vérifier état mental. Éviter qu'elle mélange les papiers. Mais le pire était en haut de la liste. Faire signer procuration, faire signer. Pas proposer, pas voir avec elle. Faire signer. C'était un objectif. Un plan, une manœuvre. Je me suis assise, la feuille tremblait entre mes doigts. C'est là que j'ai compris, vraiment compris. Elle ne voulait pas m'aider. Elle voulait me remplacer, me neutraliser, me retirer ma voix, ma maison, mon autonomie. Cette feuille, c'était la preuve froide, écrite, méthodique de son projet. Et dans ce moment suspendu, j'ai senti quelque chose se briser, puis quelque chose se bâtir. Un tremblement intérieur, puis une intensité, une force. Je n'étais plus dans le doute, ni dans la peur, ni dans la confusion. J'étais dans le réveil. Je me suis levée. J'ai glissé la feuille dans mon carnet bleu. Je l'ai refermée avec un calme que je ne me connaissais pas. Et j'ai murmuré. « Tu veux me faire signer, Claire? Alors regarde bien ce que je vais signer. » La goutte d'eau avait coulé. La digue venait de céder. La nuit qui a suivi la découverte de la liste, cette liste écrite de la main de Claire, si méthodique, si froide, a été l'une des plus longues de ma vie. Pas parce que je ne pouvais pas dormir. Non, mais parce que je ne voulais pas dormir. Dormir, c'était laisser les choses me glisser encore entre les doigts. Dormir, c'était redevenir cette femme qu'il croyait fatiguée, fragile, facile à guider. Dormir, c'était risquer d'oublier la violence silencieuse que j'avais lue dans ces mots tracés à l'encre bleue. Alors je suis restée assise dans la cuisine, à la lueur d'une ampoule jaune, le carnet bleu devant moi, ouvert à la page où j'avais glissé la liste de Claire. Je relisais chaque ligne. Encore, encore, encore. Faire signer procuration. Vérifier état mental. Récupérer documents essentiels. Gérer compte. Anticiper. Tout était là. Tout ce que je n'avais pas voulu voir. Tout ce que j'avais minimisé, déplacé, caché sous des excuses. Comme si, à mon âge, l'affection devait s'accepter avec ses humiliations. Et soudain, une pensée m'a frappée. À quel moment ai-je cessé de me défendre? Parce que la vérité, c'est que j'avais arrêté depuis longtemps. Par lassitude, par envie de paix, par peur de déranger, par amour pour mon fils.
par ce réflexe de femme de ma génération qui préfère avaler les vexations plutôt que provoquer une cassure. Mais la cassure, elle s'était déjà produite. Pas entre Claire et moi. Non. Entre moi et l'image que j'avais de moi, je m'étais laissé réduire. Lentement, doucement, sans résistance. Et là, au milieu de la nuit, je me suis demandé, quand ai-je perdu la Denise que j'étais avant, la femme qui gérait une librairie seule, la femme qui remplissait les papiers pour le prêt de la maison, la femme qui accompagnait Pierre dans les démarches administratives en pleine tempête de 1987, la femme qui avait porté son fils, l'avait élevé, l'avait protégé, l'avait sauvé de ses propres fragilités. Cette femme-là, où était-elle passée? Je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de la nuit était froid, mais il a réveillé quelque chose dans ma poitrine. « Tu es encore là », ai-je murmuré, à voix très basse, presque tremblante, mais ces mots m'ont redressée. Je suis retournée à la table. J'ai ouvert mon carnet bleu. C'était la première fois depuis longtemps que je prenais un stylo avec une intention claire, écrire pour me sauver. J'ai écrit. Je ne suis pas une femme qu'on déplace. Je ne suis pas une femme qu'on gère. Je ne suis pas seule. Je vais reprendre ce qu'on m'a pris. Ma main tremblait, mais pas de peur. De puissance. Le silence de la maison me paraissait différent. Pas vide. Pas inquiétant. Juste. Disponible. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, il m'appartenait. Je me suis surprise à marcher dans le couloir d'un pas lent, mais ferme. Je regardais chaque meuble, chaque cadre, chaque livre. Tout cela était ma vie, ma construction, mon histoire. Et je me suis dit, tu ne laisseras personne en prendre la clé. Puis une autre pensée, inattendue, presque violente. Il est temps d'être la femme que Pierre savait que tu étais. Lui, il avait toujours vu clair en moi, plus clair que moi-même. Il disait que j'étais une force silencieuse, une force qui ne s'impose pas, mais qui tient. Une force qu'on sous-estime, mais qui ne cède jamais. Je ne savais pas que ces mots-là allaient me sauver 20 ans plus tard. Vers 4 heures du matin, j'ai préparé un thé. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. La rue était vide. Les lampadaires dessinaient des ombres longues sur le sol. Et une question m'a frappée. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette procuration? Pourquoi cette urgence? Parce qu'il y avait un plan, un calendrier, un objectif. Claire n'était pas impulsive, elle était stratégique. Elle voulait verrouiller, anticiper, sécuriser. Mais sécuriser quoi? Son avenir, pas le mien. Et au cœur de cette révélation, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Non pas de la haine, mais une lucidité presque glacée. Il n'allait pas s'arrêter. Paul par ignorance, Claire par ambition. Et moi, si je voulais mettre un terme à cette dérive, je devais arrêter d'espérer qu'il changerait. Je devais changer, moi. Vers 5 heures du matin, la lumière a commencé à entrer dans la cuisine. Douce, timide, une lumière de renouveau. J'ai pris mon carnet, j'ai tourné une nouvelle page. J'ai écrit, lentement. Demain, je vois un notaire. Les mots m'ont donné du courage. Un courage vieux, profond, qui venait de toutes les femmes avant moi, celles qui n'avaient pas eu les outils, pas eu la liberté, pas eu la possibilité de se défendre. Moi, je l'avais. Alors j'ai ajouté, je reprends ma voix, je reprends ma maison, je reprends ma vie. Puis j'ai refermé le carnet avec un geste volontaire. Presque solennel, la peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus maîtresse. Elle n'était plus le moteur. Elle n'était plus la voix la plus forte. Une autre voix montait. Une voix calme, une voix lucide. Une voix qui disait « Il est temps d'agir, Denise ». Et cette nuit-là, dans ce silence nouveau, une femme est née de nouveau. Pas une femme jeune, une femme éveillée. On croit souvent que les grandes décisions se prennent dans un moment d'élan, de colère ou de désespoir. Mais les décisions qui sauvent une vie, surtout à mon âge, se prennent dans le calme, dans la lenteur, dans la précision. Au lendemain de cette nuit blanche, je me suis réveillée avec une énergie étrange. Pas une énergie bruyante ou triomphante. Non, une énergie intérieure, presque silencieuse. Comme si quelque chose, en moi, s'était remis à sa place pendant la nuit. J'ai pris mon carnet bleu. Je l'ai ouvert à la page où j'avais écrit « Demain, je vois un notaire ». C'était aujourd'hui, et j'allais tenir parole.
J'ai mis ma veste la plus simple, soigneusement repassée. Pas pour paraître forte, mais pour me rappeler que je l'étais encore. J'ai marché jusqu'à l'étude notariale de Maître Cormon. Une vieille porte en bois, un heurtoir en bronze, et ce parfum d'archives que je reconnaissais depuis des années. La secrétaire m'a accueilli avec un sourire doux. « Vous aviez rendez-vous ? » ?»« Non, mais c'est urgent. » Il y a des mots qui, prononcés avec une certaine voix, ne demandent pas d'explication. Elle m'a fait asseoir. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. « Madame Degnaud ? » ?»« Entrez. » Maître Cormon m'a toujours inspiré confiance. C'était un homme mesuré, aux gestes lents, qui parlait sans jamais presser les choses. Il m'a invité à m'asseoir. « Qu'est-ce qui vous amène, aujourd'hui ? » Je crois qu'on essaie de prendre ma vie en main sans mon accord. Je lui ai tendu la liste retrouvée sous les magazines. Il l'a lue en silence. Son visage est resté neutre, mais je sentais derrière son calme une crispation professionnelle. « Vous avez bien fait de venir, » dit-il enfin. Il posa la liste devant lui. « Ce document est extrêmement préoccupant. C'est, comment dire, la feuille de route d'une tentative de dépossession. » Le mot « dépossession » m'a frappé comme une pierre. Mais cette fois, il ne m'a pas blessé. Il m'a réveillé encore un peu plus. « Qu'est-ce que je dois faire ?» ai-je demandé. Il m'a observé longuement. « D'abord, vérifiez votre autonomie juridique. Je suis parfaitement autonome, je le sais. Mais il nous faut une attestation médicale. Ce sera un rempart. » Il sortit un formulaire. Ensuite, remettre la main sur vos documents. Ils ne peuvent pas être chez votre belle-fille. Comment les récupérer ? Je vais rédiger un courrier officiel. Ils seront obligés de vous les restituer immédiatement. Il prit un nouveau dossier. Nous allons aussi annuler toute procuration existante, qu'elle soit ancienne ou partielle. Même celle que j'aurais pu signer par le passé ? Oui. Nous repartons de zéro. Zéro. Le mot m'a rassuré. Et enfin, dit-il, il faut protéger votre maison. Il posa ses lunettes sur son nez. Il faut verrouiller l'acte de propriété. Verrouiller ? Oui. Cela veut dire qu'aucune modification, aucune donation, aucune ouverture de procuration ne pourra être faite sans votre présence physique dans mon bureau. Cela existe ? Bien sûr. Il sourit. Et croyez-moi, c'est redoutablement efficace. Je sentais mes épaules se détendre, lentement. Nous avons passé presque 1 heure ensemble. Chaque minute était comme une couture fine, solide, recousant une dignité qu'on avait tenté de défaire. Il m'expliqua, avec patience, tout ce que je pouvais faire. Reconstruire tous mes dossiers, changer mes mots de passe bancaire, interdire tout accès à mes comptes, déclarer que je gérais seul mes affaires, notifier officiellement ma famille que je reprenais tout en main. Vous verrez, dit-il, cela calme souvent les intentions abusives. Et si cela ne les calme pas, alors nous aurons des preuves. Il tapota la liste du bout des doigts. Celle-ci en est déjà une. Je me suis sentie moins vieille, moins fragile, moins seule. En sortant de l'étude, quelque chose en moi était différent. Je ne marchais plus comme une femme à qui l'on prend la main. Je marchais comme une femme qui reprend les siennes. J'ai traversé la place du village, le carnet bleu dans mon sac, serré contre moi. Je me suis arrêtée au café du coin. J'ai commandé un thé. Et là, j'ai commencé ma propre liste. Pas une liste de quelqu'un qui veut gérer, une liste de quelqu'un qui veut reprendre. Et liste pour me sauver. Notaire, fait. Attestation médicale, à demander demain. Changer les mots de passe. Récupérer mes documents. Et mes dossiers moi-même. Protéger la maison. Noter chaque phrase, chaque geste suspect. Ne plus signer rien sans lire. Ne plus me taire. J'ai refermé le carnet. J'ai respiré profondément. J'ai senti une paix nouvelle, presque surprenante. Ce n'était pas la paix de la résignation. C'était la paix de l'organisation, de la stratégie, de la lucidité. La paix de celles qui ont compris qu'on ne gagne pas un combat par la force, mais par la préparation. Je me suis levée, j'ai payé mon thé et je suis rentrée chez moi. Et ce soir-là, en posant la main sur la poignée de ma porte, j'ai murmuré « Claire, tu voulais tout gérer, mais maintenant, c'est moi qui commence. » La partie venait de changer de direction. Définitivement. On croit souvent qu'un piège se referme dans un bruit sec, brutal, théâtral. Mais non, les pièges les plus efficaces se referment dans le silence. Lentement, inexorablement, sans un cri sauf peu,
être celui que pousse intérieurement celui qui tombe dedans. Et, cette fois, ce n'était plus moi. 3 jours après mon rendez-vous chez le notaire, Paul m'a appelé. Sa voix était plus tendue qu'à l'habitude, comme si quelque chose l'avait dérangé. « Man, tu peux passer à la maison? Claire veut parler. » Elle veut parler? Ou elle veut m'expliquer? Je ne sais pas. J'ai senti que quelque chose avait bougé chez lui. Peut être un doute, peut être un fil qui se défaisait dans le tissu bien repassé de tout ce que Claire lui racontait. J'ai simplement répondu « J'arrive ». En entrant chez eux, j'ai senti l'électricité dans l'air. Claire m'attendait dans le salon, immobile, debout, les bras croisés. Le visage tendu d'une femme qui sait que quelque chose lui échappe et qui ne sait pas encore jusqu'où. « Denise », dit-elle d'une voix froide, « tu peux nous expliquer ça ?» Elle agita une enveloppe beige. Le courrier du notaire, celui qu'il avait envoyé, exigeant la restitution immédiate de mes documents et dénonçant toute tentative d'anticipation, sans mon consentement. Paul, lui, avait les yeux baissés, pas fâché, pas agressif. Non, honteux. « Pourquoi, Denise? Pourquoi tu fais ça dans notre dos ?» lança Claire. Je me suis assise calmement, sans me presser, sans regarder la lettre qu'elle brandissait comme une arme. « Je ne fais rien dans votre dos, Claire. J'ai juste repris ce qui m'appartient. » Elle éclata d'un rire sec. « Nous essayons de t'aider. » « Non. Vous essayez de me remplacer. » Elle resta figée. « Juste une seconde. Mais cette seconde-là, je la garderai toute ma vie. » C'est le moment où elle comprit que je voyais enfin à travers elle. Paul s'assit à son tour. Il paraissait plus petit, plus fragile. Il triturait ses doigts comme lorsque, enfant, il avait peur d'avouer une bêtise. « Man, tu aurais pu nous en parler. Et toi, Paul, aurais-tu parlé à ta propre mère avant de prendre tous ces papiers sans son accord ?» Il releva les yeux. 2 larmes glissèrent. Doucement, sans qu'il s'en rende compte, Claire fit un pas vers lui. « Paul, ne te laisse pas manipuler. » « Je ne suis pas manipulée, Claire. » Sa voix monta soudain. « Elle est ma mère. Et on a peu être été trop loin. » Ce « on » sonnait comme une fissure dans leur couple. Une fissure que Claire essaya immédiatement de colmater. « Paul, on a fait ça pour elle. Alors pourquoi cacher les papiers? Pourquoi mentir sur la procuration? Pourquoi prendre ces documents sans lui dire ?» Claire pâlit. Je la regardais sans bouger, sans un mot, sans un geste, parce qu'il n'y avait plus rien à dire. La vérité parlait d'elle-même. Elle tenta alors une autre stratégie. La dernière, celle des personnes acculées. La colère. « Tu crois vraiment, Denise, que tu arriveras à tout gérer seule? Je le fais depuis 75 ans. Tu te fatigues, tu oublies, tu confonds. » C'est marrant, Claire. Je me penchai légèrement. « C'est exactement ce que tu as écrit sur ta liste. » Elle blêmit. La liste. La fameuse liste. La preuve de sa manœuvre. Paul tourna brusquement la tête vers elle. « Quelle liste? »« Rien, » dit-elle trop vite. « C'est rien, juste des idées. » « Elle l'a écrite, » dis-je calmement. « Et elle l'a laissée chez moi. » Je sortis mon carnet bleu. J'en tirai la feuille. Je la posai sur la table, devant eux. Le bruit du papier résonna comme une gifle. Paul lutte. Chaque ligne, chaque mot. Ses épaules s'affaissèrent. Son souffle changea. Sa main se crispa. Puis il releva les yeux vers Claire. « Tu as planifié ça? » ?»« Mais non. Ce sont juste des notes. Faire signer procuration, vérifier état mental, récupérer documents essentiels. C'est ça, aider ma mère ?» Elle recula d'un pas. Pour la première fois, j'ai vu dans son regard, non pas de la colère, non pas de l'assurance, mais de la peur de perdre ce qu'elle croyait tenir. Le piège se refermait, mais pas sur moi. Elle se tourna vers moi, le visage dur. « Tu veux nous mettre en difficulté? » ?»« Non, Claire. »« Alors pourquoi ce notaire? Pourquoi cette lettre? » ?»« Parce que je veux rester maîtresse de ma vie. Mais tu ne contrôles plus rien. Je contrôle suffisamment pour ne pas signer ce que tu prépares. » Elle serra les poings. « Tu ne comprends rien. » « Si. » Je parlais doucement. « Je comprends enfin. » Paul se leva. « Claire, rends-lui ses papiers. » « Maintenant. » Elle voulut protester. Il insista. « Maintenant ?» Elle partit dans la pièce du fond. On entendit des tiroirs s'ouvrir brusquement, des classeurs déplacés, des papiers manipulés avec nervosité.
Paul s'approcha de moi. Je suis désolé, man. C'est toi que je plains, Paul. Pas moi. Pourquoi? Parce que tu ne voyais rien. Et qu'un homme qui ne voit rien subit sa propre vie. Il pleura. Mais je restai droite. Claire revint, les bras chargés de mes dossiers. Elle les déposa sur la table, brutalement. Voilà. Tu veux gérer? Alors gère. Je pris les dossiers. Je les rangeai dans mon sac, calmement, sans un mot. Puis je me levai. Je regardai Paul. Je regardai Claire. Et j'ai dit la seule phrase qui me venait. Simple, glaciale. Ce n'est pas moi qui viens de perdre quelque chose, Claire. C'est toi. Je tournai les talons. Je quittai leur maison. Le piège n'avait fait que se refermer sur celle qui l'avait construit. Une famille ne s'écroule jamais d'un seul coup. Elle se fissure. Elle gémit. Elle se tord sous le poids de tout ce qu'on a laissé s'accumuler. Les non-dits, les petites humiliations, les mensonges qui se collent au mur comme de l'humidité. Et puis, un jour, les fissures s'alignent et le bruit sourd de la rupture résonne. Après la scène de la procuration, un silence épais s'est abattu sur la maison de Paul et Claire. Pas un silence apaisé, un silence nerveux, un silence de pas rapides, de portes qui claquent doucement pour ne pas faire trop de bruit, d'ombres qui passent devant les fenêtres à des heures inhabituelles. Moi, je n'intervenais plus. Je regardais à distance, depuis ma maison. Je ne cherchais plus à comprendre, ni à sauver, ni à adoucir la tension. Je laissais les événements suivre leur propre pente. Car une chose était claire, ce qui éclatait ne m'appartenait plus. Le premier symptôme, ce fut la voix de Paul, ou plutôt son absence. Paul, autrefois si bavard, si prompt à combler les silences, parlait désormais peu, très peu. Je voyais son regard vide lorsqu'il traversait la cour pour aller à sa voiture. Je l'entendais, malgré la distance, soupirer lourdement avant de s'asseoir au volant. Un soir, il est venu chez moi, sans prévenir, sans frapper. Il a simplement ouvert ma porte comme un enfant qui retourne instinctivement dans le lieu où il se sent en sécurité. Il s'est assis dans ma cuisine, la même chaise où, autrefois, il faisait ses devoirs pendant que je cuisinais. Je n'arrive plus à lui parler, man. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'il fallait le laisser déverser. Elle me reproche ton courrier, elle me reproche ta réaction, elle me reproche d'avoir lu la liste. Il passa sa main sur son visage. Elle dit que je l'ai trahi. Je le regardais. Un homme de 40 ans qui, devant sa mère, redevenait l'enfant perdu qu'il avait été autrefois. Ce n'est pas toi qui l'as trahi, Paul. Alors qui? C'est la vérité. Il ferma les yeux. 2 larmes glissèrent sur ses joues. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas serré son bras. Il avait besoin de se briser un peu pour comprendre. Le deuxième signe fut Emma. Les enfants sont les premiers à sentir les tremblements dans un foyer. Elle jouait moins. Elle riait moins. Elle avait ses petits gestes nerveux, comme si elle cherchait une issue invisible. Un après-midi, elle est venue me voir. Elle s'est assise sur les marches du perron. Ses pieds balançaient dans le vide. « Mamie, papa et maman se fâchent pour toi ?» J'ai senti mon cœur se serrer. « Non, ma douce. Ils se fâchent à cause de ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Ils disent que tu fais des histoires. Je fais ce que je dois faire. Ils vont se séparer ?» Elle a posé cette question d'une voix si douce que j'ai cru entendre une feuille tomber. « Je ne sais pas, ma chérie. Mais si c'est à cause de moi, je veux. Ce n'est pas à cause de toi. Jamais. » Je la regardais dans les yeux. Les adultes sont parfois maladroits. Ils oublient ce qui est important. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait plus que son âge ne le laissait croire. Et ce soir-là, j'ai écrit dans mon carnet, « Ce n'est pas seulement moi que Claire a voulu contrôler. C'est toute une famille. » Les disputes ont ensuite commencé à éclater chez eux. Pas de grandes disputes théâtrales. Non. Des disputes étouffées. De celles qu'on entend à travers les murs comme un grondement continu. Un soir, en ouvrant ma fenêtre, j'ai entendu Paul crier un cri que je ne lui connaissais pas. « Tu m'as menti, Claire. Je voulais le meilleur pour nous. Le meilleur n'a jamais été de contrôler ma mère. » Les mots se sont fracassés contre les murs. Je me suis reculée. J'ai refermé doucement la fenêtre. Ce n'était plus mon espace. Désormais, ils faisaient face à ce qu'ils avaient semé. Quelques jours plus tard, Claire est venue me voir. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait aucun masque. Ses traits étaient tirés, ses yeux cernés, sa voix tranchante. « Tu as réussi. » « Réussi quoi ?»
à détruire notre couple. Je n'ai rien détruit, Claire. Tu as monté Paul contre moi. Je n'ai rien monté du tout. Je lui ai seulement montré ce que tu cachais. Elle me fixa avec une haine glacée. Tu vas le regretter. Non, Claire. Je parlais lentement. Je regrette juste de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Elle partit en claquant la porte. Mais ce claquement sonnait creux. C'était le geste d'une personne qui perd pied. Et moi, je restais droite. Je n'avais rien gagné. Mais je n'avais rien perdu non plus. C'était eux qui perdaient ce qu'ils avaient voulu prendre. La confiance, la stabilité, la famille. Le troisième signe fut le plus brutal. Un matin, j'ai vu Claire charger sa voiture. Des cartons, des valises, des sacs. Elle partait. Paul était sur le perron. Il ne disait rien. Il ne bougeait pas. Elle monta dans la voiture, sans même saluer. Le moteur ronfla. La voiture s'éloigna. Paul resta là, figé, la tête baissée. Il ne vint pas vers moi. Pas ce jour-là. Il avait besoin de solitude. Mais je savais ce qui venait de se produire. Leur famille, telle qu'il la jouait depuis tant d'années, venait de se fissurer complètement, pas à cause de moi, mais à cause du mensonge qui avait tout contaminé. Et ce qu'elle avait tenté de m'arracher, mon autonomie, ma dignité, ma maison, elle venait de le perdre elle-même sous une autre forme. Parce qu'une famille ne s'écroule jamais sous le poids d'une vérité, mais toujours sous le poids d'un mensonge trop longtemps entretenu. La maison a repris son souffle avant moi. Je m'en suis rendu compte un matin, en ouvrant les volets. La lumière n'entrait plus comme une intruse. Elle glissait doucement sur les murs, comme si elle cherchait à s'installer à nouveau dans ma vie. L'air aussi semblait différent, plus clair, plus froid, mais moins lourd. Paul et Claire n'étaient plus ensemble depuis quelques semaines. Le bruit de leur rupture avait cessé. Même leur maison paraissait plus calme, moins tendue, comme si elle aussi respirait enfin. Et moi, j'étais là, debout dans ma cuisine, une tasse de thé fumante entre les mains, à contempler une existence que je croyais perdre et que j'étais en train de reconstruire. Pas une existence flamboyante, pas une existence nouvelle comme on change de pays. Une existence retrouvée, sobre, paisible, mienne. Les premiers jours, j'ai eu peur du vide. Le vide laissé par Claire, qui avait occupé tant de place. Le vide laissé par toutes ces petites humiliations qui m'avaient façonné malgré moi. Le vide laissé par l'angoisse de faire un faux pas, de me tromper, d'oublier. Puis j'ai compris que ce vide-là était une chance, un espace, un souffle, une liberté. J'ai recommencé à prendre mon temps pour tout, pour repasser, pour écrire, pour arroser mes plantes. J'ai rallumé la vieille radio de pierre, celle qui grésille un peu quand on cherche les stations, mais qui remplit la maison d'un son rassurant. Et j'ai repris une habitude que j'avais perdue depuis longtemps. Marcher. Je marchais tous les matins, jusqu'au port, un pas après l'autre. Je regardais les pêcheurs remonter leurs filets, les enfants courir vers l'école, les vieux chiens somnoler au soleil. Tout avait un goût plus simple, plus vrai. Un jour, en longeant l'eau, j'ai pensé, je n'ai pas survécu à cette histoire. J'ai traversé, et ce n'est pas la même chose. Paul venait me voir régulièrement. Pas chaque jour, pas à heure fixe, mais souvent. Il entrait dans la cuisine, s'asseyait, mettait ses coudes sur la table. « Tu veux un café, man? Tu peux m'en faire un. » Avec plaisir. Il n'avait jamais été doué pour montrer ses émotions, mais son silence avait changé. Il n'était plus pesant. Il n'était plus coupable. Il était doux. Parfois, il parlait de la séparation. Parfois, non. Il se contentait de rester là, avec moi, comme si cette maison lui permettait de respirer plus librement. Un soir, il a murmuré « Je m'excuse encore, man. Ne t'excuse plus. Je n'ai rien vu. Parce que tu aimais. On ne voit jamais clairement quand on aime. » Il a hoché la tête, longuement, puis il a ajouté « Tu sais, je t'admire. » Moi? Pourquoi? Tu t'es battu calmement. Il a souri. Tu t'es battu mieux que moi. J'ai senti mes yeux se mouiller. Pas de tristesse, d'émotion. Pour la première fois depuis longtemps, je retrouvais mon fils. Pas l'homme aveuglé par une femme. Pas celui écrasé sous la pression. Juste Paul, mon garçon. Et cette reconquête-là était la plus douce de toutes. Emma, elle, courait dans le jardin comme si rien n'avait jamais changé. Elle sautait dans les flaques, cueillait les fleurs, grimpait sur la vieille chaise en osier pour regarder les oiseaux. Un après-midi, elle m'a demandé « Mamie,
Tu resteras toujours ici, hein? Oui, ma chérie. Même quand je serai grande? Même quand tu seras grande. Elle a souri, puis elle a couru vers moi, me serrant si fort que j'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Cette petite fille ne savait pas ce que j'avais dû affronter pour rester chez moi. Mais un jour, elle comprendrait. Et j'espérais qu'elle retiendrait ceci, qu'on ne retire jamais la place d'une femme âgée sans qu'elle se batte pour la reprendre. J'ai aussi commencé à tisser de nouveaux liens. Des liens simples, naturels. Je parlais davantage avec ma voisine Jeanne, une femme au caractère doux, qui m'apportait parfois un pot de confiture maison. Avec elle, pas de jugement, pas de méfiance, pas de phrases venimeuses. Juste deux femmes qui avaient vécu assez longtemps pour savoir que la paix se mérite et se cultive. Je passais aussi du temps dans le petit café au bout de la rue. Le patron, un homme d'une 60aine d'années, me souriait en me voyant arriver. « Votre table habituelle, Madame Degnaud ?»« Oui, merci. » Je lisais, j'observais, je respirais. Et un jour, en refermant mon livre, j'ai réalisé que je ne pensais plus à Claire, ni à sa voix douce comme un morceau de verre poli, ni à ses mains qui prenaient mes objets comme si elle les possédait déjà, ni à son regard qui inspectait ma vie comme on inspecte une maison avant un achat. Elle n'était plus là, ni physiquement, ni dans mon esprit. J'étais débarrassée. Un matin, j'ai décidé de trier mes documents, toute seule, sans personne pour m'aider. J'ai étalé les dossiers sur la table. J'ai ouvert chaque chemise une à une. J'ai rangé, annoté, ordonné. Je sentais dans chaque mouvement l'écho de quelque chose, de ma dignité, de ma souveraineté, de mon existence, et à un moment, en rangeant l'acte de propriété, j'ai posé ma main dessus. J'ai fermé les yeux. Je suis encore chez moi, ai-je pensé, parce que je me suis battue pour l'être. Pas en criant, pas en déchirant, pas en menaçant, en écrivant, en notant, en comprenant, en agissant. En restant debout, cette nouvelle vie-là n'était pas magique, mais elle était vraie. Et elle était mienne. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais dire sans trembler, je suis la maîtresse de ma propre maison et de ma propre histoire. Il y a des moments, dans une vie, où l'on se retourne pour regarder le chemin parcouru et où l'on se demande comment on a fait pour arriver jusque-là. Non pas par orgueil, mais par surprise. Parce qu'on découvre en soi une force qu'on croyait disparue, érodée par les années, les deuils, les petites fatigues accumulées, les renoncements successifs. Je me suis tenue un matin devant la fenêtre de ma cuisine, un bol entre les mains, et j'ai regardé le jardin. La lumière caressait les feuilles, et je pouvais entendre, quelque part dans la rue, un enfant rire. La maison n'était plus un champ de bataille. Elle n'était plus cette forteresse assiégée par la peur de perdre, ni cette scène où Claire exécutait, avec un sourire poli, sa lente entreprise pour m'emprisonner sous prétexte de m'aider. Elle était redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Mon refuge, mon territoire, ma mémoire. Je pense aussi à Paul, à ce fils qui s'est finalement redressé, non pas contre moi, mais face à lui-même. Il lui a fallu du temps pour comprendre qu'aimer, ce n'est pas obéir aveuglément, ce n'est pas s'excuser de respirer, ce n'est pas sacrifier sa mère pour sauver une paix d'apparence. Sa reconstruction à lui est lente, honnête, fragile. Il ne me parle pas encore de tout, mais il parle mieux. Il parle vrai. Un soir, il est venu dîner. Il a mis le couvert sans que je lui demande. Après le repas, il a rangé la table, ouvert le robinet, pris l'éponge, simplement, naturellement, comme s'il cherchait, dans ses gestes du quotidien, une manière de réparer tout ce qui avait été brisé. Quand il a refermé la porte derrière lui, j'ai pensé que la maternité a ceci de particulier. Elle supporte qu'on lui marche dessus, qu'on la déforme, qu'on la malmène. Mais elle sait se réinventer quand l'amour revient. Un amour dépoussiéré, un amour enfin lucide. Je pense aussi à Emma, cette petite fille qui ne comprenait pas pourquoi les voix montaient dans la maison d'à côté. Elle n'a pas besoin de connaître les détails. Un jour, elle saura. Elle comprendra que sa grand-mère n'a pas été une femme fragile qu'on peut manipuler, mais une femme qui a résisté sans crier, avec la patience de celles qui ont vu trop de choses pour s'effondrer. L'autre jour, elle m'a demandé « Mamie, tu écris encore dans ton cahier ?»« Oui, ma chérie. »« Pourquoi ?»« Pour que rien ne se perde. » Elle a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement. Peut être que, dans 30 ans,
quand elle tiendra un dossier compliqué entre ses mains, quand quelqu'un tentera de lui dire qu'elle ne peut pas comprendre, elle ouvrira un carnet à son tour. Parce que les femmes de notre famille ne crient pas. Elles écrivent, elles notent, elles construisent leur vérité, avec des dates, des faits, des phrases alignées dans la marge, et ce geste-là, plus qu'un héritage matériel, est celui que je veux lui transmettre. Je repense encore à Claire. Elle n'est plus dans nos vies. Elle n'appelle plus. Elle n'écrit plus. Je crois qu'elle a compris que sa manière de prendre le pouvoir n'avait tenu que parce que je m'étais tue trop longtemps. Elle a ensuite essayé d'inverser la logique, de se poser en victime. Mais les victimes authentiques, ce ne sont pas celles qui parlent le plus. Ce sont celles qui reconstruisent sans bruit. Je ne lui veux plus de mal. La colère serait une seconde prison, et je suis trop vieille pour servir deux peines. J'ai choisi autrement. J'ai tourné la page. Une page ferme, définitive. Sans hargne, sans vengeance. La maison est à moi. Ma vie est à moi. Et la liberté que j'ai regagnée n'a pas besoin de témoins pour exister. La première fois que je suis retournée chez le notaire après tout cela, Maître Cormon m'a accueilli avec ce sourire discret qu'il réserve aux batailles gagnées sans éclat. Madame Degnaud, comment allez-vous? Bien. Mieux que prévu. Je suis heureux pour vous. Il m'a tendu les nouveaux documents, parfaitement rangés dans une pochette cartonnée. Tout y était. L'acte de propriété verrouillé, la déclaration d'autonomie juridique, la liste des protections mises en place. J'ai posé ma main sur la chemise, pas pour vérifier, pour sentir, pour m'approprier ce qui avait failli m'échapper. Vous savez, maître, j'ai eu peur. C'est normal. Mais ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas la peur. Alors quoi? La force qui est venue après. Il a souri. La force ne disparaît jamais. Elle attend. Il avait raison. La mienne avait attendu patiemment que je la réveille. Aujourd'hui, ma vie n'est pas parfaite. Elle n'est pas spectaculaire, mais elle est paisible. Et la paix, à mon âge, est la forme la plus achevée du bonheur. Le matin, je prends mon thé dans le jardin. Je regarde les oiseaux qui picorent les miettes laissées près de la fontaine. L'après-midi, je lis, j'écris, je marche. Parfois, une voisine passe pour m'apporter un gâteau ou pour discuter 10 minutes. Parfois, Paul vient dîner. Parfois, Emma me lit ses devoirs à haute voix. Rien n'est extraordinaire. Et pourtant, tout est miraculeusement ordonné. Je n'ai gagné aucune bataille bruyante. Je n'ai hurlé dans aucune pièce. Je n'ai renversé aucune table. J'ai juste ouvert mon carnet. J'ai juste parlé au bon moment. J'ai juste refusé de signer. J'ai juste protégé ce qui m'appartenait. Et aujourd'hui, en refermant ce chapitre, je comprends enfin que ma victoire n'est pas d'avoir triomphé, mais d'avoir retrouvé mon souffle. Alors, à celles qui traversent les mêmes ombres, à celles qui doutent, à celles qui pensent être trop âgées pour se défendre, j'ai envie de dire ceci. On peut reprendre sa vie à n'importe quel âge. On peut redresser la colonne d'une histoire qu'on croyait pliée. On peut se relever sans bruit. Et on peut gagner sans un cri. Parce que parfois, dans la vie, la justice ne ressemble ni à un procès, ni à une revanche spectaculaire. Parfois, la justice, c'est juste une femme âgée qui reprend sa place à sa propre table. Et moi, aujourd'hui, en refermant ce récit, je peux le dire sans trembler. Le silence peut aussi être une forme de justice.